Salut les amis, merci d'être encore au rendez-vous. On va parler d'un paquet de choses bien différentes d'ordre perso, pro, entreprise, etc., etc. On va parler de pas mal de claques que je me suis prises, mais plus des claques mentales, de schémas que je pensais justes et qui en fait ont été retournés. On va parler aussi du système 2-2-2 et comment ça va driver un peu ma vie perso, et en tout cas c'est un bon filtre pour le lire. On va parler des 7 ingrédients de l'épanouissement perso, c'est des trucs que j'ai, je sais pas, imaginé comme ça. Je suis pas sûr que ce soit un bon modèle, mais je vais vous le présenter. On va parler un petit peu des news de l'agence, on va aussi voir pourquoi, par exemple, se dire que servir les créateurs comme modèle économique, on va voir que c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, je vous ai donné un petit aperçu en vrac de ce qu'on va couvrir. Si vous savez pas de quoi parle ce podcast, je vous invite à écouter les épisodes précédents. Et c'est parti. On va partir déjà sur la première grosse idée que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est qu'il y a une idée reçue sur les offres qu'on fait dans son entreprise, que moi j'avais pendant très longtemps en fait cette idée reçue et que je viens de me faire dézinguer en fait en écoutant des podcasts et ensuite en y réfléchissant et en faisant un peu le feedback sur finalement ce qu'on faisait nous-mêmes chez Videobiz. Donc en gros l'idée c'est que généralement on a tendance à penser, notamment parce qu'on nous parle un petit peu, vous savez, en marketing, on nous parle un peu de la technique du pied dans la porte. C'est le truc qui dit que, en gros, si un client fait un petit pas dans votre direction, après, vous pourrez lui demander un pas un peu plus grand, puis un pas un peu plus grand, puis un pas un peu plus grand. Donc, typiquement, c'est la personne, d'abord, like votre vidéo, le coup d'après, elle vous laisse son email, le coup d'après, elle vous achète un truc à 10 balles, le coup d'après, elle vous achète un truc à 100 balles, le coup d'après, à 1000 balles, etc. Ce qui laisse penser qu'en fait, un client, finalement, est convertissable d'une échelle à l'autre. Et qu'en fait, un client qui vous paye 10 euros aujourd'hui a de bonnes chances de vous payer 100 euros dans un mois, et 1000 euros dans un an, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quasiment jamais le cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, En fait, souvent, les clients, ils arrivent à un moment précis. Alors, je mets, encore une fois, comme souvent, de côté, le système où c'est vous qui déterminez le timing. Quand vous dites attention, offre spéciale, dans 2 jours c'est terminé, il faut se décider maintenant. Parce que là, du coup, on biaise les choses par le sentiment d'urgence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les clients viennent naturellement vers vous, à un moment, ils en ont besoin. Et donc, quand ils arrivent à ce moment précis, en fait, généralement, c'est un moment précis dans leur parcours qui ne se représentera plus par la suite. Et donc, en fait, à ce moment précis, s'ils ont besoin de vos services qui coûtent 10 000 euros, ils vous les donneront, en fait, les 10 000 euros à ce moment-là. Il n'y a pas besoin de passer par l'étape 10, 100, 1000, etc. Mais si à l'inverse, à ce moment-là précis, ils ont besoin du truc à 10 euros, ils vont probablement jamais vous les donner les 10 000. Parce que probablement qu'ils n'arriveront jamais à ce stade-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, quand on a différentes offres comme ça, différents paliers, on amène différents niveaux de service. Je crois que vous avez déjà parlé de ce framework-là, que j'ai appris récemment aussi. C'est le framework où en fait on a 3 types d'offres quand on fait du service. On a le do it yourself, le done with you et le done for you. Do it yourself, vous donnez, voilà le guide, voilà ce qu'il faut faire, faites vous-même, démerdez-vous. Ça c'est généralement les offres, allez on va dire à 100 euros, une formation, un truc comme ça. Ensuite on a le done with you, donc là c'est un accompagnement. Donc là on va faire ensemble, on va vous montrer comment faire pour que vous puissiez monter en compétence et qu'après vous soyez capable de le faire par vous-même, mais vous l'aurez appris de façon individualisée. Je vais individualiser l'apprentissage et l'accompagnement. Donc ça coûte beaucoup plus cher, et ça va être là les offres à 1000, 2000 euros. Et ensuite, vous avez le done for you. Alors, je donne des catégories de prix, mais ça n'a rien à voir. C'est en tout cas dans notre métier, c'est cette typologie de prix, mais ça peut être complètement différent. Et ensuite, vous avez le done for you, où là, en fait, la personne n'a pas envie d'apprendre, elle n'a pas envie de progresser, elle a juste envie de déléguer un truc et de dire faites-moi tout, faites-moi le meilleur que vous pouvez, et moi, je récupère le résultat final. Et le done for you, évidemment, coûte beaucoup plus cher. Et donc là, ça va être les offres à 5 000, 10 000 euros. OK ? Et en fait, si on prend les choses comme ça et qu'on se dit que la plupart du temps, le do-it-yourself coûte moins cher que le done with you qui coûte moins cher que le done for you, eh ben on se rend compte qu'en fait, la difficulté, c'est pas tant que les gens, au début, ils n'ont pas beaucoup de sous, et donc ils vous prennent l'offre la moins chère parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous, et qu'ensuite, quand ils auront plus de sous, ils passeront sur l'offre d'après. C'est pas tellement une question de sous, c'est plus une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous achète un truc do-it-yourself, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il veut apprendre par lui-même. Il veut se démerder, il veut avoir l'information et ensuite construire son propre truc, ses petites briques de Lego, et faire son truc lui-même. Et est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui a cet état d'esprit-là, 3 mois après, il va se dire « Ah non, finalement je vais demander à quelqu'un de me montrer comment construire ma maison en Lego ».
Et ensuite, si quelqu'un lui a montré comment construire sa maison en Lego, vous croyez vraiment que cette personne, après, elle va dire non, mais finalement, cette personne, je vais lui demander de faire ma maison et de me la donner toute prête à la fin. En fait, ça demande un changement d'état d'esprit qui est assez énorme, en fait. Et nous, on constate que sur nos différentes offres, il y a très peu de jump, en fait, d'une offre à l'autre. Après, on peut se dire que peut-être on est une exception, mais je ne crois pas. Et en fait, j'écoutais dans le podcast de Pierre Paris, qui s'appelle Secret d'agence, qui assez régulièrement répète à des gens qui ont lancé une agence qu'il y a une erreur assez grossière que font beaucoup de créateurs d'agences, qui est à un moment ou à un autre, d'agence de service, hein, à un moment ou à un autre, de se dire, tiens, je vais créer une formation et je vais vendre cette formation pour tous les gens qui n'ont pas les moyens de se payer nos services. Et lui, il dit, voilà, très souvent c'est une erreur, en général, c'est pas rentabilisé derrière. Et c'est surtout une distraction par rapport au développement de son agence de service, donc lui dit surtout ne le faites pas. Et en fait, moi, j'ai essayé de pousser la réflexion un tout petit peu plus loin. Je me suis dit, c'est pas si con de le faire. C'est pas si con si c'est rentable financièrement. Euh, vendre des formations, c'est un métier. Faire les tunnels de vente, faire les emails, faire les machins, etc. C'est un métier. Donc pour que une vente de formation soit rentable, il faut être soit un super vendeur de formation et de faire que ça, ce qui n'est pas le cas, mon cas, ce qui n'est pas le cas des gens qui font des agences, normalement. Soit il faut que ce soit un investissement que vous ayez passé pour que, au final, les gens prennent vos offres plus chères. Et donc, il faut qu'il y ait ce fameux pont entre les gens qui achètent la formation et les gens qui achètent vos services derrière. C'est que ce soit un premier pied dans la porte pour que les gens achètent vos services. Et je pense que Pierre Paris, avec toute l'expérience qu'il a, si en plus, effectivement, c'était un bon moyen de mettre le pied dans la porte et que la plupart des gens étaient convertis ensuite, il le saurait. Vu toutes les agences qu'il a accompagnées, etc. Donc, ça a tendance à aller un petit peu dans le sens de mon analyse, qui est que en fait, il y a peu de gens qui font le jump d'un truc à l'autre. Et quand on y pense, c'est assez logique aussi, parce que, en fait, quand on est dans le do-it-yourself, généralement, ce sont des personnes qui, quand on met son énergie dans le do-it-yourself, on se dit, je peux y arriver, je peux créer moi-même mon truc qui va fonctionner. Et donc, en fait, de passer de do-it-yourself à done with you, à montrez-moi comment faire, il y a déjà un constat d'échec personnel qui est vachement dur, en fait, à assumer, de se dire, mais en fait, j'ai pas été capable de créer mon truc moi-même. Merde, j'ai besoin finalement qu'on me montre. Et après, si on m'a montré, et que même en me montrant, j'ai pas été capable de le faire, ah merde, j'ai besoin qu'on le fasse à ma place. Vous voyez à quel point, en fait, c'est pas top en termes d'expérience client finalement, parce qu'à chaque fois vous êtes un peu obligé de lui dire, ah t'as essayé de te démerder tout seul, ah t'as pas réussi, hein, ah bah du coup on va te montrer, ah t'as pas réussi pendant qu'on t'a montré, bah attends on va le faire à ta place, etc. Donc en fait même en tant que parcours client, c'est pas, vous n'allez pas les rendre heureux vos clients en faisant ça comme ça en fait. Donc je pense que ça a du sens en fait de penser comme ça. Est-ce que pour autant on va faire des formations chez VideoBiz? Alors on en a une qui va sortir très bientôt. Alors c'est une formation très thématique, hein, voilà. Et puis on a plein d'autres raisons pour lesquelles on l'a faite, pas forcément que pour de la rentabilité, mais je pense qu'il y a quand même une possibilité de la rendre rentable, et c'est ça qu'on va essayer de faire nous. C'est que en fait, pour la rendre rentable, on va probablement pas la rendre rentable en la vendant comme une formation toute seule. Par contre, ce qui peut être assez intéressant, et c'est là qu'on va voir si ça peut fonctionner, c'est que les formations que vous créez, elles rentrent dans votre offre Done With You. Ou la Done For You, mais elle est moins intéressante. C'est-à-dire que vous disiez, vu que nous, on va accompagner des gens pour qu'ils apprennent à faire, bah finalement, c'est pas con de leur dire, voilà déjà un référentiel avec telle formation, telle formation, telle formation, dont tu bénéficies quand tu prends notre offre d'accompagnement, et comme ça, toutes ces formations te font passer de 0 à 10, et nous, on t'emmène de 10 à 100. Et ça va être vachement plus efficace que s'il faut que nous, on te répète tout ce qu'il y a dans les formations pour passer de 0 à 10. Après, si tu veux qu'on te le répète, on va le faire, c'est juste que ce sera plus long. Si tu as envie de gagner du temps, tu as les formations. Et ça, je pense qu'en termes de proposition de valeur, c'est peut-être pas mal. Et du coup, si on les intègre dans l'offre et que ça permet de rendre l'offre d'accompagnement peut-être un petit peu plus... lui donner un peu plus de valeur, bah peut-être finalement on s'y retrouve financièrement, quoi. Donc voilà, on va voir. On va voir si c'est intéressant, si ça marche. Mais je pense que ça peut être quelque chose qui... Ça peut être un modèle. Voilà, on va voir. Deuxième point que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est une autre révélation que j'ai eue, qui m'a fait un petit coup derrière la tête, mais qui a été super intéressant. Et c'est grâce à l'échange avec une créatrice de contenu YouTube TikTok,
que je connais un petit peu, que j'apprécie beaucoup son contenu. Et elle m'avait dit qu'elle voulait progresser sur YouTube et que du coup elle avait fait appel au service d'un freelance pour l'aider à progresser sur YouTube. Et j'étais un petit peu étonné ou vexé dans mon ego, entre guillemets, de dire mais pourquoi elle n'est pas venue vers nous, pourquoi elle n'est pas venue vers VideoBiz ça nous semblait être une évidence, entre guillemets, qu'on était les mieux placés pour l'aider, en fait. Et elle m'a répondu, je lui ai demandé en plein de détails comme ça, pourquoi, mais juste, je suis pas allé de façon énervée, hein, j'ai gardé mon ego pour moi, on va dire, mais juste pour savoir, en fait, ce que je me suis dit, je pense qu'elle va pouvoir me donner des bonnes informations sur le pourquoi derrière. Donc je lui ai dit, voilà, pourquoi tu es allé voir une personne toute seule qui commence tout juste à aider des créateurs versus une agence qui fait ça depuis des années, quoi. Et elle me dit, écoute, Sylvain, comme tu as une agence et que tu parles tout le temps de ton agence, ton équipe, etc., moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est pas toi qui va me délivrer le service derrière. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Et sur tes contenus, moi, c'est toi que je vois. Et donc, je me dis, en fait, si tu étais, sous-entendu, si tu étais freelance, Sylvain, je ferais appel à tes services. Mais vu que tu es constitué en agence, en fait, je sais que c'est probablement quelqu'un d'autre qui va prendre le sujet de ma chaîne YouTube, et les autres, je les connais pas, en fait. Et donc, j'ai moins confiance dans les autres personnes. C'est peut-être, il y a peut-être là une question d'image de marque, hein, aussi d'ailleurs. Mais je trouve que c'est un petit peu la complexité de faire du personal branding pour une agence, finalement. Parce que finalement, on connaît le fondateur, on suit le fondateur, on suppute que le fondateur a transmis tout ce qu'il sait, toutes ses valeurs, etc., au reste de la boîte, mais il y a toujours un petit doute. Voilà, enfin, ça m'a fait réfléchir un petit peu, en tout cas. Et pour moi, en tout cas, la conclusion immédiate, c'est de dire, je dois mettre beaucoup plus en avant les différents stratégistes de l'équipe, expliquer aussi en quoi moi j'interviens sur chacune des prestations qu'on fait pour les clients, parce que j'interviens pour chacune des prestats, je la fais pas entièrement, mais je suis là. Et donc, en fait, voilà, il y a une question probablement de communication derrière. Et donc, c'est super intéressant. Donc, merci à toi. Je t'ai pas demandé l'autorisation de te citer, alors je ne donnerai pas ton nom, mais merci beaucoup à toi, en tout cas, pour la transparence et le feedback, parce que ça m'aide à progresser. Et voilà, un petit retour d'un non-client, entre guillemets, ça peut être très intéressant aussi de temps en temps. Une petite victoire aussi en fait, le premier vrai retour payant déjà de ce podcast, c'est grâce à Robin. Parce qu'en fait, je crois que dans le dernier épisode, je disais un truc du genre, j'ai peur de ne pas savoir faire les bold moves, d'aller voir des créateurs, des créatrices avec lesquels j'aimerais bien qu'on bosse, que VideoBiz, je pense qu'on peut leur apporter des trucs super, mais ne pas oser y aller et, entre guillemets, attendre qu'ils se disent « Ah, ça a l'air bien, je vais les contacter ». Et Robin, du coup, m'a fait un petit vocal sur WhatsApp suite à son écoute de l'épisode. Et il m'a retourné le cerveau aussi. Je pense que dans cet épisode, je sais pas comment il s'appelait, mais il y aura un truc sur le cerveau retourné ce mois-ci. Il dit déjà, il faut une vraie raison d'aller contacter les gens. Parce que si j'ai pas une vraie raison d'aller les contacter, je vais me trouver des excuses de pas le faire. Donc souvent, en fait, ce qui est complexe, c'est qu'il faut une vraie raison, une vraie motivation, mais il ne faut pas y aller avec une solution pour eux. Parce qu'en fait, je vous donne vraiment un exemple très, très caricatural. On parle YouTube, nous, notre spécialité, c'est YouTube. Allons-y à fond. Imaginons que demain, je vois Squeezie dans une soirée. Je vais le voir. D'accord ? Il est très, très, très fort probable que Squeezie n'ait pas besoin de nos services tels qu'ils existent actuellement. Est-ce que pour autant, nos compétences, peut-être en particulier la mienne sur la data et les analytics, etc., ne peuvent pas servir Squeezie? Pas forcément. Je pense que si. Je pense que ça peut l'aider, en vrai. Mais en fait, moi, dans ma tête, je me disais, il faut que j'ai déjà constitué une offre, un package que je pourrais proposer à Squeezie. Mais en fait, finalement, on est de nouveau dans un cas où on doit reconstruire une offre de zéro. Et pour construire une offre de zéro, le mieux, c'est plutôt d'écouter les gens et pas d'arriver avec une solution toute faite. Et c'est ça que Robin m'a dit. Il m'a dit, en fait, donc il faut que tu aies une bonne motivation d'y aller parce que tu es convaincu que tu peux lui apporter quelque chose, mais il faut surtout pas lui dire ce que toi tu penses que tu peux lui apporter. Donc tu y vas, tu proposes rien, tu lui dis en gros, voilà, moi j'aime ce que tu fais, j'adore tes contenus Squeezie, et puis moi ma mission c'est de
comprendre, aider les gens à comprendre tout ce qui se passe dans YouTube, les analytics, la data, etc. et aider les créateurs à progresser grâce à la data. J'adore ça, je kiffe ça. Euh, et en gros, lancer la conversation là-dessus et s'intéresser à ce qu'il fait et dire, bah voilà, après tu sais ce que moi je peux apporter. Est-ce que toi, tu verrais un truc, je sais pas, il y a un truc qui pourrait t'intéresser, comment tu m'utiliserais? C'est presque plus comme ça en fait. Mais en gros, voilà, lancer la discussion, tout en n'oubliant pas de présenter quelle était ma spécificité, mais pourquoi aussi j'aime l'autre personne et pourquoi je veux échanger avec, et voir s'il n'y a pas quelque chose qui en sort, qui en découle. Donc super intéressant, je trouve, comme approche. Et merci Robin pour ça, parce que moi, effectivement, je me mettais des nœuds en me disant, il faut obligatoirement que j'ai préparé une offre spéciale pour les très gros créateurs. Comme ça, le jour où je vais les voir, je leur dis, alors moi, je te propose de faire ça. Alors qu'en fait, peut-être, c'est pas du tout ce qu'ils ont besoin. Maintenant, je pense que je suis pas encore très bon. Voilà, c'est les conseils de Robin le commercial, on va dire. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette enfin, je suis pas très commercial en fait de base. Et là, je reviens tout juste d'un festival où il y avait des créateurs que j'admire, qui font du super boulot, notamment dans la vulgarisation. On a lancé des discussions, euh, mais il n'en est rien sorti, on va dire. Alors moi, j'ai appris des trucs de leur part, c'était très cool. Mais à aucun moment, ils se sont mis dans la posture de « Ah, il y a peut-être un truc à faire avec ce mec ». Donc je pense que il faut que faut que je travaille un peu mon pitch probablement et sûrement essayer de trouver un moyen de leur faire comprendre au minimum ce que moi je fais et quelle est mon obsession. Et peut-être à un moment effectivement tendre une perche quand même et dire dans la discussion voilà, moi je suis hyper à fond dans les analytics, la data, l'algo, etc. Je peux faire un truc pour toi? Un truc, je sais pas, comment tu m'utiliserais? Je pense que j'aime bien ce terme-là. Comment tu m'utiliserais? Voilà. Donc, c'est des choses qui s'apprennent, de toute façon, petit à petit. Et comme je vais avoir, moi, de plus en plus ce rôle, on va en parler juste après, d'aller vers l'extérieur, bah, il va falloir que je m'habitue à ça. Voilà. Mais merci beaucoup, Robin. En tout cas, c'était hyper, comment on dit? Illuminant. Ça m'a illuminé. J'ai appris un truc. Ça m'a éclairé le cerveau de l'intérieur. Je vais te donner quelques petites news de l'agence. Alors en fait, contrairement à la plupart des podcasts, je pense que je vais toujours commencer par des points importants et donner les petites actus au milieu de l'épisode. Il y a encore plein de trucs super intéressants qui arrivent. Et d'ailleurs, je vous propose, j'aimerais bien avoir votre feedback d'ailleurs là-dessus dans les commentaires YouTube. Je vous propose que le plan global, mais ça bougera toujours un petit peu, ce soit généralement les choses business, les apprentissages business, entrepreneuriat, etc. Puis le point plutôt agence et finir par les trucs plutôt personnels. Voilà. Mais personnel, business, famille, enfin tout ce qui va ensemble. La vie d'un entrepreneur en dehors de son entreprise aussi. Je propose de le faire du coup comme ça, d'accord? Business, no news, moi. Voilà. Vous me direz si ça va bien, si c'est fluide, si ça vous plaît comme modèle. Donc, les petites news de l'agence, eh ben, on a notre petit compteur de vues qui maintenant se met en route automatiquement. Alors, j'ai automatisé la génération des stats sur toute la partie agence, donc les clients qu'on accompagne, justement, pas encore sur la partie audit, donc sur la partie tout ce qui a découlé et on va dire tout ce qui s'accumule des effets des audits passés. Donc ça, je ne mets pas à jour tout le temps. Mais en tous les cas, je peux vous dire que sur le mois dernier, on a à nouveau permis à nos clients d'avoir plus d'1 million de vues additionnelles organiques. Donc c'est 1 million de vues organiques en plus que ce qu'ils auraient eu si on n'était pas intervenu au global. Et alors c'est pas notre meilleur mois. Le meilleur mois était à 1,2 million, je crois. Que sur la partie agence. Hein. Mais je suis quand même super content parce qu'en fait, on a quelques grosses chaînes qu'on accompagne qui sont un peu à l'arrêt pour différentes raisons. Et donc, du coup, il y a moins de... On va dire ça contribue moins au total. Et donc, c'est plutôt intéressant. Et surtout qu'on a donc pas mal de petites chaînes qu'on a commencé à faire décoller et qui marchent très très bien. Donc, qui commencent à contribuer plus à ce total. Et puis, on a eu beaucoup de vidéos qui ont eu de la viralité ces dernières semaines sur les chaînes de nos clients. Et donc, ça, pour moi, c'est hyper facile de m'en souvenir parce qu'en fait, à chaque fois qu'on voit des vidéos qui partent virales, on ressent la même chose que quand c'est sur nos propres chaînes YouTube. Et donc, du coup, je sais que j'ai eu plein de dopamine là, ces dernières semaines. Je les ai dans ma tête, tous les shots de dopamine. Donc voilà, je sais qu'en ce moment, en tout cas, on a une belle période, on fait des trucs assez chouettes. Alors, évidemment, c'est pas à tous les coups, mais il y a eu des belles réussites, quoi. Dans la boîte, on organise demain
À l'heure où je tourne, ce sera demain, lundi matin, là, fin de matinée. Le premier événement avec tout le monde. Alors, événement en ligne, hein, évidemment, mais avec tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est les 3 temps plein dans la boîte, et puis tous les freelances qui bossent au quotidien autour de vidéobiz. Donc les stratégistes, les monteurs, les media makers, les personnes qui travaillent sur les scripts, etc. Et du coup, ça va être super chouette. Ça va être la première fois que tout le monde va se retrouver ensemble. Il y a un peu moins d'un mois, on a déjà réuni tous les stratégistes ensemble pour qu'ils fassent connaissance, qu'ils puissent comprendre aussi quels étaient les gros points forts des uns et des autres, comprendre aussi comment nous, on répartissait les audits stratégiques entre certains stratégistes et d'autres stratégistes selon les profils des clients et des stratégistes. Voilà, donc je pense que c'était plus clair, c'était plus sympa pour eux aussi de voir qu'ils n'étaient pas en concurrence, mais que c'était vraiment un petit groupe et qu'ils ont intérêt à se soutenir, à échanger aussi entre eux. Et donc, l'idée, c'était de dire, comme je vous disais, hein, moi, je commence à prendre mon rôle de chef d'entreprise, un petit peu à cœur. Tout ce qui est culture d'entreprise et tout ça, on est vraiment niveau zéro ras des pâquerettes, donc il faut commencer petit à petit à essayer de mettre en place des choses. Et donc, l'idée, c'est de faire ce premier événement, alors ça va durer 1 heure et demie max, où en fait, l'un d'entre nous, comme on a tous des spécialités hyper précises, l'un d'entre nous va faire une petite masterclass à tous les autres. Et donc, ça va être vraiment super intéressant. Et j'ai trop hâte d'y être. Voilà, j'espère aussi, enfin je pense en profiter pour faire aussi célébrer les petites victoires, tout simplement, parce qu'il y a des trucs sur lesquels on sait que les autres ont bossé, ou certains, ou peut-être certains, on est plusieurs à bosser dessus, et il y a eu des chaînes qui ont décollé, des vidéos qui ont décollé, et donc se féliciter un petit peu de ça. Voilà, faire un petit point aussi sur ceux qui ont... Enfin voilà, je pense que ça va être sympa de toute façon. Donc voilà, c'est très cool, je suis très content. Et du coup, de pouvoir commencer à associer aussi les monteurs, media makers et tout ça, créer un tout petit début d'esprit d'équipe là, je pense que ça peut être cool. Comme je vous disais aussi, je commence à essayer d'endosser un peu mon rôle de porte-parole de la boîte, même si c'est encore un petit peu tôt. Alors c'est une toute petite casquette, je fais évidemment pas ça à temps plein, mais je commence à l'apprendre un petit peu. J'étais donc là au Frames Festival, qui est un festival auquel j'ai envie d'aller depuis très longtemps. Que j'avais jamais vraiment pu justifier d'y aller parce que c'est à Avignon, il y a le transport, il faut se loger, etc. Puis il faut payer sa place. Et moi, je suis allé au Frames Pro. Hein, le Frames Pro, c'est plusieurs centaines d'euros pour participer. Euh, mais je savais que c'était un endroit où il fallait que je sois. Ne serait-ce que pour déjà rencontrer les créateurs qu'il y a là-bas, mais aussi pour comprendre un peu l'écosystème du financement de la création sur Internet. Et c'était assez intéressant de voir justement tout le système des gros diffuseurs, France TV Slash, Arte, les médias bruts, etc. Et de voir aussi les boîtes de production qui gravitent autour de ce système-là, quel est leur vocabulaire, dans quel monde ils vivent, sur quel type de projet ils travaillent, et de voir ensuite les créateurs de contenu, pour beaucoup youtubeurs, justement, qui ont développé une audience avec certains formats, et pour faire des formats plus ambitieux, vont aller contacter ces boîtes de prod, qui vont aller chercher les diffuseurs, qui vont créer des dossiers, qui vont aller chercher les financements, etc. Et c'est un univers que je connaissais assez peu, en fait, et que je trouve intéressant, en tout cas, à connaître. J'y suis allé, moi aussi, pour une raison toute particulière, qui était de nouer des liens avec YouTube France, parce que ça fait, paradoxalement, ça fait, je crois que je comptais, ça fait 7 ans que je suis en lien et en contact avec YouTube à Londres et enfin voilà, YouTube Europe quoi en gros, et dans une moindre mesure, c'est-à-dire on va dire que c'est une fois par mois en moyenne, avec des gens de chez YouTube Headquarters, on va dire, voilà, des ingénieurs de chez YouTube, mais paradoxalement YouTube France, j'avais zéro contact, j'ai essayé d'envoyer des messages, des trucs, je suis pas invité aux événements YouTube France, enfin voilà, et je trouvais ça un peu dommage en fait et bizarre, même si je sais que YouTube France a vraiment un rôle très particulier, c'est assez cadré en fait finalement ce qu'ils font. Et donc voilà, donc c'était l'occasion de nouer contact avec eux. Donc contact a été pris et ils ont bien noté ce que faisait la boîte. Il se trouve qu'on tombe dans une catégorie qui les intéresse. Et donc normalement on doit avoir beaucoup plus de liens par la suite, donc c'est très cool. Voilà, enfin ce rôle est important et c'est à moi de l'endosser en tout cas dans la boîte. Commencer à réseauter aussi, voilà, petit à petit avec d'autres chefs d'entreprise, enfin voilà, les réseaux même physiques on va dire. C'est important petit à petit de commencer à prendre ce rôle-là. Voilà, et j'aime bien aussi, donc voilà. J'ai aussi repris la casquette de la communication sur LinkedIn. On a refait un petit switch avec Mathieu. Mathieu prenait en charge la communication pendant un temps.
Là, on a pas mal échangé. Et en fait, à peu près dans le même temps, Mathieu a commencé à en avoir assez marre de LinkedIn. Au moment où moi j'ai commencé à bien m'amuser sur LinkedIn en fait et à commencer à apprécier ça. Donc bah en fait ça a été assez logique qu'on se dise bon du coup Mathieu tu reprends des trucs dans l'opérationnel et moi je reprends des trucs sur la communication. On a un petit peu inversé nos chaises là-dessus et j'aime bien quand on fonctionne comme ça avec Mathieu. De toute façon c'est assez cool. Donc là on teste comme ça pendant quelques temps et donc ça c'est cool et du coup en remettant un petit peu une couche sur la communication et en mettant des petites améliorations aussi dans le process de l'audit, dans la façon de faire les calls de vente, etc. Bah finalement on a commencé à faire entrer pas mal de clients. Donc là on est sur 2-3 bons mois d'affilée. Ça progresse un peu plus chaque mois. Et donc c'est vraiment très très cool. Donc, on commence à sortir un petit peu de la zone dangereuse on va dire. Et on commence à être un tout petit peu plus relax sur la partie financière. Euh, du coup, va arriver petit à petit la question, pour moi, alors c'est encore très tôt pour y penser, mais mon rôle est de planifier à l'avance, mais petit à petit de sortir de l'opérationnel. Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore le nez dans le guidon sur un paquet de trucs. Vraiment un paquet de trucs. Des choses où j'apporte une très grosse valeur ajoutée et des choses où j'apporte quasiment pas de valeur ajoutée. Mais où parce que, par la force des choses, parce qu'on n'est que 3 permanents dans la boîte, faut bien que quelqu'un le fasse, et c'est normal que chacun fasse sa part. Mais voilà, petit à petit, je vais devoir probablement sortir de l'opérationnel. Et aussi sur un point très particulier, et là pareil, j'ai eu une longue discussion avec Laurine là-dessus la semaine dernière, et je vais tout vous dire pour que vous compreniez un petit peu. On se cache rien de toute façon ici. Alors à l'époque, on va dire à la période où on avait un nombre de clients tout juste pour pouvoir faire tourner la boîte, notre priorité numéro un, c'était de ne pas faire d'erreur. C'était surtout qu'il n'y ait pas un truc merdouilleux qui aille au client. Parce qu'en plus, vous savez, dans ces fameuses phases, quand on développe une boîte, où je suis tout seul, ça va bien, oh là là, je commence à avoir beaucoup de monde, c'est le bordel, je m'entoure et je me réorganise, et ensuite ça va bien, et puis ensuite, oh là là, il y a plus de monde, ça redevient le bordel, je m'entoure, je me réorganise. Vous voyez, on a des paliers comme ça. Et donc, dans ces phases-là, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, j'avais une raison, mais c'est pas grave. Bref, on était dans une phase où, globalement, on venait de se réorganiser, il y a quelques mois là. Vous savez, depuis le premier épisode, après le premier épisode, on s'est beaucoup réorganisé, on a testé des trucs, etc. Et on est arrivé à un stade où on est bien, on est carré, etc. Et donc dans ce process-là, en tout cas dans ces étapes-là, tant qu'on n'avait pas commencé à faire entrer plus de clients, il y avait toujours ce stress de se dire, si jamais on perd tel ou tel client, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde, on ne peut plus payer tous les salaires à la fin du mois, etc. Ou alors il faut tirer dans la réserve qui n'est pas énorme. Ce qu'on a fait plusieurs fois d'ailleurs. Et donc, à cause de ce stress-là, ça faisait que tout était forcément double-checké avant de sortir de la boîte. Et qui double-checkait, la plupart du temps, c'était moi. Donc, en particulier avec Laurine, qui sort énormément de titres et de miniatures, je repassais généralement derrière pour checker, pour voir est-ce que ça correspondait bien exactement par rapport à ce qu'on avait vu avec le client, par rapport à sa typologie, est-ce que Laurine avait vraiment bien cerné le truc, etc. Parfois d'ailleurs un peu dangereusement parce que parfois Laurine, enfin souvent même Laurine, a plus de connaissances de la vidéo que moi. En fait, moi j'ai plus de connaissances du créateur et elle a plus de connaissances de la vidéo en elle-même. Et donc du coup, mon filtre de lecture était moins bon que le sien, parfois. Donc ça peut être un peu risqué. Mais bref, on double-checkait tout, on en reparlait, etc. Et donc on a créé un système comme ça pour que finalement je sois en filtre en permanence entre ce qu'elle produit, ou bien ce que produisent les monteurs, etc., et les clients. Et ça c'est ultra chronophage, vous vous en doutez bien, et ça provoque aussi un manque de réactivité. Parce que plus mon emploi du temps est chargé, plus des fois il va se passer 12 heures, 24 heures entre le temps où quelqu'un de l'équipe a produit quelque chose et le moment où moi je peux le reviewer. Et pendant ce temps-là, on l'envoie pas au client. Et pour peu que je demande une modif, vous vous doutez bien que ça s'accumule. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, si petit à petit je dois commencer à sortir de l'opérationnel, je dois aussi sortir de ces choses-là. Et là, on a deux solutions. Soit on trouve quelqu'un d'autre pour faire ce rôle-là, soit on regarde objectivement et on se dit, en vrai, Laurine, aujourd'hui, 9 fois sur 10, ce qu'elle produit, c'est impeccable, c'est nickel. Donc finalement,
est-ce que pour le 1 fois sur 10 où il y a un petit truc à redire, est-ce qu'on a intérêt pour la boîte à ce que je dédie autant de temps à tout vérifier, que aussi je donne, comment dire, je ne donne pas la pleine responsabilité, je dis Laurine, mais à tous ceux qui bossent derrière, enfin à Laurine, aux scripteurs, aux monteurs, etc. Euh, alors qu'aujourd'hui, en fait, je sais qu'on a des gens qui sont ultra fiables et ultra bons dans ce qu'ils font, en fait. J'ai 100% confiance dans ce qu'ils font. Donc en fait, c'est plus intéressant pour moi aujourd'hui de les responsabiliser à fond, de dire ok, à partir d'aujourd'hui, je reprends Laurine comme exemple, encore une fois je parle de tout le monde là, à partir d'aujourd'hui, Laurine, tu seras responsable et tu te portes garante de ce qui va partir au client. Tu es en contact direct avec lui. Et en fait, comme toute boîte normalement constituée, on va dire, on ne contrôle pas le truc pièce par pièce à la sortie, mais on fait un récap régulièrement, je sais pas, à la fin du mois, à la fin de chaque mois, et on voit, tiens, il y a eu ce petit truc, comment on fait en sorte que le mois prochain, ça ne se produise pas. Et on met en place de l'amélioration continue, plutôt que de faire de la micro-amélioration contenu par contenu. Et en fait, pourquoi aujourd'hui je trouve ça acceptable, alors qu'il y a 3 mois, j'étais pas prêt à faire ça? Pour une raison ultra simple, c'est simplement parce qu'il y a plus de clients. Comme il y a plus de clients, on est moins en tension, et donc, aujourd'hui, je me dis, et c'est con, hein, parce que, je veux dire, on a un problème un problème que beaucoup de boîtes n'ont pas, c'est qu'on a très très peu de clients qui partent. Presque tous nos clients sont très contents et continuent avec nous. Ce qui veut dire, je pense qu'on délivre peut-être plus ou mieux que ce qui est attendu. Ce qui est la bonne chose à faire. Il ne faut jamais faire l'inverse, on est d'accord. Mais, en fait, moi, je me mets dans ma tête une idée, une espèce d'obsession de faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, quitte à ce qu'on se crame, à ce qu'on y passe tous beaucoup, beaucoup trop d'heures, etc. Et ça, c'est pas bon, en fait, pour l'avenir de la boîte, finalement. Et donc, en fait, je pense qu'il vaut mieux, peut-être, moi, en tout cas, dans ma tête, ça m'a débloqué ça, me dire, si ça se trouve, peut-être qu'un jour, on aura une presta qui sera pas parfaite, et que le client sera pas content, et que le client va claquer la porte. Et bien, parce que maintenant, on sait qu'on peut faire rentrer plus de clients et qu'on a un petit peu de marge dans ce sens-là, un petit peu de marge financière, encore une fois, et ben en fait, c'est pas grave. Et donc, on est enfin prêt à passer cette étape de, ok, chacun maintenant devient responsable de ce qu'il produit, et on fait de l'amélioration régulière. Il y aura peut-être, dans un premier temps, une petite baisse de 5% peut-être de la qualité de ce qu'on livre, mais même avec les 5% en moins, je pense que ça reste top niveau, donc je pense que c'est pas super grave. Mais surtout, ça nous permettra de passer à l'étape d'après en termes de boîte. Et en plus, c'est vachement plus responsabilisant pour les différentes personnes qui bossent. Et c'est ce genre d'environnement-là que j'ai envie d'avoir. J'ai pas envie d'avoir un environnement où tout est micro-contrôlé. Donc voilà, je sais pas si j'étais hyper clair là-dessus, mais en tout cas, maintenant... Et en fait, tout ça est déclenché par ce fameux chiffre d'affaires, ce fameux nombre de clients qui rentrent là, et plus on est rassuré de ce point de vue-là, plus je vais pouvoir laisser les équipes respirer, prendre leurs propres responsabilités, et moi, endosser enfin mon vrai rôle, en gros, de manager, on va dire ça comme ça. Et c'est-à-dire que plutôt que de vérifier tout ce qui sort pièce par pièce, s'occuper plutôt de la personne qui est derrière et dire ok, comment ça s'est passé cette semaine, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut améliorer, comment on peut changer ton emploi du temps pour que ça s'améliore, pour que le boulot soit mieux, est-ce qu'il faut commencer à former quelqu'un d'autre pour venir t'épauler, etc., etc. Et ça, c'est ça mon vrai rôle que je fais pas trop encore aujourd'hui, mais que je dois commencer à prendre petit à petit. Voilà, donc moi j'ai défini ça en fait par un terme, c'est que pour moi on est en train de sortir de l'artisanat. Alors bien sûr on a créé des systèmes, on a un truc qui est propre en apparence, etc. Mais derrière on bosse encore un petit peu comme des artisans. C'est-à-dire que chaque pièce de contenu qu'on produit est unique et craftée, voilà, dans le petit détail, on va tailler le petit bout, on va faire ça comme ça, etc. Et en plus chaque pièce est vérifiée à la sortie. Voilà. Là on est en train de faire des montres de luxe, quoi. Et il faut qu'on passe en fait en mode où, au lieu d'avoir une qualité artisanale, on a une qualité collective. C'est-à-dire que sur chaque pièce, je sais que machin donnait son meilleur, machin donnait son meilleur, machin donnait son meilleur, et que je fais confiance dans le collectif qu'on a constitué pour me dire qu'on fait du bon boulot. Et de toute façon, après, il y a la data qui confirme, est-ce que les vidéos décollent, est-ce que ça fait des vues, est-ce que ça rend nos clients contents, et si oui, ben en fait, j'aurais aucun regret, mais je sais que c'est la bonne direction à prendre de toute façon. Donc voilà, sortie de l'opérationnel, petit à petit, je viens de voir d'ailleurs
un post de Tom Beuglin, qui est un tout jeune CEO d'agence, Standardicom, je crois. Mais c'est très drôle parce qu'il documente un petit peu son parcours aussi. Allez voir sur sa chaîne YouTube si ça vous intéresse. Et en fait, il est vraiment, il est 6 mois devant moi, enfin à peu près en termes de, en termes de rythme. C'est-à-dire que je suis à peu près sûr que les trucs que je suis en train de vivre maintenant, c'est des trucs qu'il a expliqué dans ses vidéos d'il y a 6 mois. Et c'est vraiment très drôle, quoi. Il y a, en fait, je vous l'ai déjà dit dans les derniers épisodes, mais de se rendre compte que en fait, le parcours de création et de développement d'une agence, finalement, c'est plutôt pas mal codifié, même si personne n'a vraiment mis vraiment tout ça dans un livre avec étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. On passe tous un petit peu par les mêmes phases quand même, quoi. Après, moi, ça me plaît de passer par ces phases et d'y faire mes propres apprentissages. Je pense que ça me plairait beaucoup moins si quelqu'un était derrière moi et disait alors maintenant, il faut que tu fasses ça parce que la prochaine étape, c'est ça, c'est ça. J'aime bien l'apprendre un petit peu par moi-même et avec l'équipe. Comme ça, on le fait un peu à notre sauce aussi. Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie du plaisir de monter sa boîte, c'est de se forger ses propres apprentissages, évidemment en se nourrissant à droite à gauche, mais surtout pas d'avoir quelqu'un qui passe derrière et qui dit fais ça, fais ça, fais ça. Ce qui m'amène du coup au sujet suivant, les agences YouTube. Et en fait, les agences, alors je ne parle pas d'agences d'influence, qui sont un type d'agence très particulier, je ne parle pas des agences qui font du montage ou des trucs comme ça, je parle vraiment des agences qui, comme nous, essaient d'aider les gens enfin, aident les créateurs à performer, des créateurs ou des entreprises, à performer sur YouTube. Et ce qui est assez marrant, en fait, c'est que historiquement, comme c'est un truc qui a été construit de zéro et qu'en fait, c'est venu d'abord. Je me suis jamais dit je vais créer une agence. En fait, je me suis dit au début, j'adore YouTube, j'adore les analytics, c'est trop bien, je l'utilise pour ma chaîne photo. Je vais commencer à creuser ce truc-là, me documenter, me former et tout. Et ensuite, je vais pouvoir aider les gens, aider les autres là-dessus. Et donc, en fait, comme ça s'est construit de zéro sur mon expertise au départ, et sur l'expertise de Mathieu ensuite, qui est venu nous rejoindre, et que c'était sur la demande des créateurs, en fait, moi j'avais l'impression d'avoir créé une entreprise totalement unique, en fait, un truc unique au monde, personne d'autre qui fait ça, c'est un truc qui a été créé à notre image, tu vois, on a pris tout ce qu'on savait faire, le meilleur de nous, on le réunit, et hop, on fait une boîte et on propose des prestats là-dessus. Euh, et puis surtout, je me disais, voilà, on se donne à fond, on est tellement passionné et tout, qu'on est au top du top. Alors, on peut toujours faire mieux, mais cette impression que, ne connaissant pas trop ce qu'il y a autour, limite, on est les meilleurs du monde. Je force le trait, évidemment. Aux US, il y a quand même des boss. Mais voilà, on se donne tellement pour que nos clients réussissent tout et il y a des bons résultats, que je pensais qu'on était un peu un petit joyau, on va dire, un peu unique. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir les autres agences hors YouTube, pour le coup, donc des gens qui ont lancé des agences, qui proposent plein d'autres choses que du YouTube. Je vous parlais de Tom Beuglin juste avant, voilà. Lui, il fait comment on appelle ça, de l'email, je sais plus comment on appelle ça, de l'email, quoi, en gros, et de l'email marketing. Et constater qu'en fait, il y a les mêmes problématiques, ils développent les mêmes trucs, ils passent par les mêmes caps de c'est bordélique, je me staffe, j'organise, puis on regrimpe, puis c'est bordélique, etc. Et donc en fait, vous savez la fameuse courbe d'apprentissage, je ne sais plus quel est le nom, mais le côté d'abord, j'apprends des trucs, il y a plein de réussites, on a l'impression qu'on sait tout, qu'on est super bon, et puis après ça, reality check, oh merde en fait, il y a plein d'autres gens, et puis oh là là, sur cet aspect-là, ils sont vachement balèzes en fait, machin. On repasse au fond du trou, puis après petit à petit, avec un petit peu plus d'humilité, on se relance dans la vraie courbe d'apprentissage, là où on se dit ok, en fait il y a un autre game à jouer. Et donc je vous avais parlé de ces fameuses agences qui carburent notamment sur la partie vente, prospection-vente, sur lesquelles nous, pour l'instant, en dehors des gens qui viennent directement vers nous, on ne sait pas faire. En fait, on fait du contenu, on fait de l'organique, on délivre de la valeur, et puis après les gens viennent vers nous. Et on voit qu'en fait, il y a des gens qui ont des systèmes monstrueux mis en place pour faire de l'acquisition client de façon ciblée, précise. On sait que quand on met tel budget, on a tel retour, etc. Et ça, nous, zéro aujourd'hui. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les agences YouTube. Et donc, autre chose qui, moi, me renforçait un peu dans ce côté un peu on est unique, c'est que je vois beaucoup d'agences
qu'on peut appeler concurrentes, même si on est toujours tous sur des trucs un peu spécifiques. Mais je vois beaucoup, beaucoup de concurrents qui démarrent en fanfare, qui communiquent à fond, etc. Et qui mettent la clé sous la porte entre 6 mois, 1 an après, ou bien on les voit plus du tout. Mais en fait, je sais qu'au moment où c'est lancé, on va dire, en tant qu'agence, il y a plus d'1 an et demi maintenant, euh, quasiment tous les noms qu'on avait cités comme étant des boîtes potentiellement concurrentes, elles n'existent plus aujourd'hui. Ou les noms ont changé, ou les prestats ont changé. Et donc je me demande un petit peu si... est-ce qu'on est une exception? Est-ce qu'en fait, si ça se trouve, on est voué à l'échec et on le sait pas? Je pense pas, parce que honnêtement, les choses se passent plutôt bien maintenant. Mais c'est jamais bon signe, en fait, quand on est sur un marché et qu'on voit que les autres, ils abandonnent. Alors après, possiblement que, justement, c'est peut-être un marché où il n'y a pas énormément de place, mais où nous, on a la place la plus crédible, qui fait que, effectivement, on peut y rester et on peut faire en sorte que ça tourne bien. Mais en tous les cas, voilà, aujourd'hui, on a quoi, en gros, comme concurrence pour vous dire un peu pourquoi je pense qu'aujourd'hui, on est encore relativement unique sur le marché français. En gros, on va avoir les agences solo. Les agences solo, c'est généralement un YouTuber qui a réussi, qui a développé sa chaîne et qui va transmettre sa méthode à d'autres gens pour faire comme lui, pour faire le même type de chaîne que lui, pour faire et dire en gros, moi j'ai réussi si on prend l'exemple par exemple de Stan Leloup, il va dire moi j'ai réussi en créant des vidéos très scriptées, voilà comment j'ai fait mes scripts, comment je peux faire des vidéos de 40 minutes ultra poussées, ultra travaillées, et comment je trouve les angles qui marchent pour moi. Et si vous voulez faire ce type de contenu, suivez ma formation et, et surtout donnez-vous comme des malades et vous verrez que ça va marcher. Donc ça c'est un modèle très particulier. Agence solo, voilà comment j'ai développé, faites comme moi. Il y en a pas mal en fait finalement, des youtubeurs qui font ça, qui te vendent des formations, des trucs comme ça. Ensuite on a des spécialistes métiers. On va avoir un monteur, un scriptwriter, un media maker, qui eux arrivent par ce prisme-là, trouvent des clients qui disent tiens moi j'ai besoin d'un montage, ok, pas de problème, je te fais tes montages, etc. Tiens, vu que tu as l'air plutôt bon, tu as une bonne culture YouTube et que tu fais mes montages, est-ce que tu pourrais pas me donner 2-3 petits conseils pour développer ma chaîne, etc. Ah bah oui, si tu veux, je peux te donner des petits conseils. Donc du coup, le monteur se transforme un petit peu en stratégiste, va donner des petits conseils en stratégie basés sur son ressenti ou son expérience. Et donc ça, on en a pas mal, parce que finalement, c'est des spécialistes qui ont leur métier pour les faire vivre, et qui ensuite, bah, du coup, peuvent donner des petits conseils annexes. Ça veut dire qu'ils ne seront jamais spécialisés dans les conseils en stratégie, parce que ce n'est pas leur cœur de métier, mais pour un certain nombre de clients, ça fait le job. Et après, on a généralement les agences de communication digitale. Donc là, c'est des boîtes qui font... qui généralement sont plus sur du done for you, donc vont faire la production de contenu avant tout, ils vont tourner, ils vont préparer des scripts, ils vont tourner, ils vont prendre des acteurs et machin, mais généralement ils sont bons sur la partie tournage, et donc ils vont proposer un peu de stratégie YouTube, mais généralement c'est sur des conseils un peu datés ou pas forcément génial. Des retours qu'on a eu sur ce type d'agence, ce type de boîte, c'est bien pour passer de 0 à 1. Donc j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai une chaîne avec une dizaine de vidéos dessus, mais niveau strat, ça s'arrête là en général. Donc voilà. Et en gros, les agences qu'on a vues popper et qui ont généralement disparu assez vite sont souvent des agences qui se sont montées de par un spécialiste métier, en fait. Un monteur, on a commencé à donner plein de conseils, il voulait faire un peu moins de montage, il a recruté une autre personne pour monter à sa place, il a commencé à essayer de donner des conseils YouTube, etc. Et où au final, on se retrouve avec une boîte un peu bâtarde, où finalement la plupart des clients sont là pour des montages, mais il y a des offres d'accompagnement à côté, mais qui prennent pas tant que ça. Et donc on se retrouve, et puis surtout on a quelqu'un qui est passionné de montage à la base, et qui du coup garde ce prisme-là. Et c'est ça la difficulté. Et donc ces boîtes-là souvent sont celles en fait qui se montent et qui disparaissent assez vite derrière. Voilà, je voulais en tout cas vous peindre un petit peu un tableau, et c'est pour ça que notre agence à nous, qui s'est créée de façon assez équitable en fait, et surtout qui s'est faite par le haut en fait. C'est-à-dire que moi je suis pas spécialiste montage, je suis pas spécialiste script, je suis pas spécialiste tournage en fait. Mais comme mon truc c'est la data, les analytics pour de la stratégie de contenu, en fait ça peut fonctionner pour tout le monde, et je peux du coup moi avoir cette espèce de... Enfin, c'est ça qui nous permet en fait d'avoir une variété de clients monstrueusement grande, et donc de pouvoir
exactement crafter le truc pour les besoins du client, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est finalement assez rare, en fait. Parce que sinon, la plupart, généralement, soit partent sur un métier, soit partent sur une niche particulière, du style, moi, j'accompagne les infopreneurs à développer leur stratégie de contenu, mais du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas infopreneur, ça marche plus, quoi. Et Mathieu est arrivé avec le même prisme, en fait, avec plus le côté entrepreneurial, marketing, etc. Mais lui aussi, sans avoir une spécialité métier ou sans avoir une niche favorite. Et donc, je pense qu'en fait, comme on a tout construit sur la base de notre vision globale, et qu'ensuite on a été sélectionner des personnes ultra bonnes dans leur métier, et qu'on l'a fait dans l'autre sens, je pense que c'est probablement pour ça que notre agence, elle tourne bien et qu'elle a du sens, en fait. Mais je peux me tromper. Un petit truc que je trouve intéressant, mais je vais boire un coup quand même, c'est, je vois souvent des boîtes qui se lancent sur du coup, peut-être qu'ils veulent, qui ont une intention un peu similaire à ce qu'on avait nous, sauf que généralement ils disent je veux monter une agence ou je veux monter un business, même si nous c'est pas parti comme ça. Mais souvent dans le message c'est parce que je veux servir les créateurs, parce que je suis passionné de la créateur économie et je veux faire une boîte qui va aider les créateurs. Et je pense que c'est une très mauvaise idée de le présenter comme ça en tout cas, parce qu'en fait les créateurs c'est ultra vague. Alors si on prend le terme déjà en tant que tel, évidemment c'est monstrueusement vague parce que je sais pas moi, un écrivain, un peintre, ce sont des créateurs, même si bien sûr on sait bien que quand on dit l'économie des créateurs, etc., on parle généralement des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais même là, en fait, les créateurs de contenu, c'est pas un métier, en fait. Il y a plein de métiers chez les créateurs de contenu, mais être créateur de contenu n'est pas un métier. Pour moi, c'est comme si vous disiez je veux servir tous les gens qui ont entre 20 et 50 ans. 20 et 50 ans n'est pas une génération. Il y a plusieurs générations différentes et vous n'allez pas adresser quelqu'un de 20 ans de la même manière que quelqu'un de 50 ans. Donc vous ne pouvez pas dire, moi, je veux adresser tous les gens entre 20 et 50 ans. C'est trop vague en fait. Et donc pour moi, faut arrêter les messages du style, si tu veux être créateur, si tu es créateur, alors ça va t'intéresser, etc. Parce que vraiment, je le vois pour côtoyer du coup énormément de créateurs. Déjà, nous, oui, on aime bien se faire appeler créateur plutôt que youtubeur ou influenceur, c'est encore pire. Mais on ne s'identifie pas comme créateur. On va pas dire, moi mon métier c'est créateur. c'est trop bizarre en fait, c'est trop vague. Donc, et puis surtout, donc, il y a autant de motivation et de parcours que de créateurs possibles. Moi je vous dis, je pense pas avoir eu dans nos clients, sur les plusieurs centaines de clients, 2 fois la même motivation intrinsèque profonde à vouloir créer du contenu sur YouTube. Vraiment. Il y a évidemment des trucs qui se recoupent, mais il y a des personnes qui disent moi je veux pouvoir faire partie de ce cercle-là de gens que j'admire, que je vois sur les réseaux, et je veux faire monter ma chaîne pour pouvoir faire partie de ce cercle-là. Il y en a d'autres qui disent moi je veux avoir suffisamment d'influence pour pouvoir inviter telle ou telle personne à faire des vidéos avec moi, mais qui sont des personnes hors YouTube. D'autres gens qui disent moi j'ai besoin de me verser un SMIC dans 3 mois. Il y en a d'autres qui disent moi je veux devenir millionnaire. Il y en a d'autres qui disent moi j'aimerais qu'on me reconnaisse dans la rue. Enfin voilà, et encore, même là il y a souvent des motivations sous-jacentes. Et c'est voilà, il y en a qui disent moi je veux faire en sorte que les gens qui font ce métier soient reconnus et susciter des vocations auprès des plus jeunes pour faire ce métier. Voilà, c'était une motivation en particulier d'une chaîne qui parlait de soudure. Voilà, et j'avais adoré la mission du gars qui faisait cette chaîne, qui avait même été jusqu'à organiser les championnats de France de soudure, etc. Donc voilà, quelqu'un qui est ultra porté par sa mission en fait, et qui dit moi je trouve ce métier fabuleux, magnifique, je veux déclencher des vocations, je veux que des jeunes aient envie de devenir soudeur, je veux leur montrer à quel point c'est utile dans le monde, etc. Je trouve ça génial, voilà. Et ça, c'est une motivation qui est évidemment très différente des autres. Donc bref, essayez plutôt que de dire je veux servir les créateurs, il vaut mieux les servir pour un objectif précis. Donc, soit vous dites, moi je veux aider les créateurs qui veulent générer de l'argent en faisant X, Y, Z, soit comme nous, je veux aider les créateurs qui ont besoin de viralité sur YouTube, qui ont besoin de faire exploser leur vue sur YouTube. Ok, nous on prend cet angle-là. Ou alors sur un outil précis, comme on disait dans les agences de services, montage vidéo, négocier des sponsors. Moi je veux aider les créateurs en leur aidant à négocier des sponsors, en faisant du conseil juridique, etc. Mais aujourd'hui, lancer une boîte en disant je vais aider les créateurs au global, c'est compliqué.
Je voulais revenir sur un prisme de lecture, une grille de lecture qu'avait présenté Théo Lyon, que je trouvais très intéressant, dans un de ses podcasts récents. Il parlait des indicateurs de l'engagement. Donc quand on parle d'engagement, c'est l'engagement, alors au sens, on va dire au sens où on l'entend sur les réseaux en général, on pense like, commentaire, etc. Mais il disait, à juste titre, et je ne peux qu'être d'accord que une vue, un like, un commentaire, déjà ça n'a pas la même valeur sur les différents réseaux, et surtout c'est assez pauvre comme angle de lecture de l'engagement finalement. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est engagé dans notre contenu et qu'on a créé un vrai lien fort avec cette personne? Et il disait que, selon lui, le premier indicateur c'était le temps total passé ensemble. Et j'aime pas mal celui-là, alors d'autant plus que c'est vraiment la métrique que YouTube va regarder pour le coup. Plus vous avez passé de temps à regarder les contenus de quelqu'un, plus il y a des chances que YouTube vous recommande les contenus suivants. Donc je pense que c'est le fameux watch time, hein. Donc le temps total passé ensemble, je trouve que c'est vraiment intéressant et ça explique aussi, hein, pourquoi une vue sur une vidéo, une vue de 5 minutes sur une vidéo YouTube a beaucoup plus de valeur qu'une vue sur un TikTok de 30 secondes, mais a beaucoup moins de valeur qu'une vue d'1 heure sur un live Twitch. Voilà. Ou une écoute ou une vue sur une émission qui dure 1 heure. Donc le temps total passé ensemble, et ça je pense que c'est assez facile à comprendre pour la plupart d'entre nous, hein. Quand on regarde un TikTok de quelqu'un qu'on ne connaît pas, généralement on zappe, on passe au suivant, et 2 minutes 30 après on l'a oublié totalement. Quand on regarde 5 ou 10 minutes d'une vidéo YouTube, souvent la personne, on a identifié son visage, peut-être son nom, mais on n'a peut-être pas compris tout ce qu'elle voulait dire. Et en général, quand on a écouté quelqu'un ou regardé quelqu'un pendant 1 heure, on a l'impression de le connaître un petit peu, on comprend un petit peu ses valeurs, on comprend un peu sa personnalité. Donc voilà, ça me paraît assez logique en fait, hein, cet élément-là. C'est ça qui fait qu'en fait, si vous voulez créer une connexion forte, si on prend 1 heure par exemple, imaginez, soit vous faites en sorte que quelqu'un vous suive pendant 1 heure durant un live, soit vous faites en sorte qu'une personne regarde 12 vidéos de 5 minutes, enfin, ou bien, allez, si vous faites des vidéos de 10 minutes, 6 vidéos de 10 minutes, ou si vous voulez transférer ça à un TikTok d'1 minute, ça veut dire 60, que la personne ait regardé 60 minutes, enfin 60 TikTok d'1 minute. Et là, je vous laisse regarder vos comptes TikTok, Short, etc. Combien de créateurs vous avez déjà regardé plus de 60 contenus? Pas beaucoup, à mon avis. Pas beaucoup. Parce qu'en fait, les algos vous font zapper vers d'autres créateurs beaucoup plus vite, bien avant que vous ayez regardé 60 contenus de ce créateur-là. Mais je pense que c'est à peu près équilibré, hein, en fait, hein. Je pense que c'est vraiment... cette heure-là est pas mal, en fait. Je pense qu'on commence vraiment à s'attacher bien à quelqu'un au bout d'1 heure passée ensemble. Un live d'1 heure, 6 vidéos YouTube ou 60 TikTok. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, je trouve le truc pas mal. Bref. Ça, c'était le premier indicateur. L'autre indicateur qu'il trouvait intéressant, c'était les contenus qui stimulent les sens, les 5 sens. Et ce que je trouve intéressant, du coup, c'est évidemment traduire ça sur YouTube. Donc, mais ce que disait Théo, c'est que, en fait, oui, vous pouvez regarder un live Twitch, mais finalement, si vous allez sur place à un événement, que la personne est là devant vous, et que vous pouvez ensuite après aller lui serrer la main, dire bonjour, ah trop cool, remercier, etc., vous vous doutez bien que ça vous impacte plus si vous êtes en présentiel que si vous êtes à distance. C'est logique. Parce qu'il y a le sens du toucher qui a été provoqué, peut-être même le sens de l'odorat. Pas forcément toujours dans le bon sens, mais peu importe, ça marque. Le sens de la vue, évidemment. C'est bien pour ça que vos podcasts, vous devez les filmer, vous devez les mettre sur YouTube. Parce que même si la personne ne regarde pas tout du long, la personne va vous regarder un peu au début, va garder votre image en tête pendant qu'elle fait éventuellement autre chose et qu'elle vous écoute, etc. Et quand vous allez dire à un moment des trucs un peu marrants, elle va revenir sur la vidéo regardée. Mais c'est toujours plus impactant de regarder et écouter quelqu'un plutôt que de juste l'écouter. C'est plus impactant quand vous faites comment on appelle ça, un face... je vais dire facecam, mais c'est pas ça. Quand on fait un appel visio avec quelqu'un sur son téléphone. Je suis nul dans ces trucs-là. Donc un appel visio avec quelqu'un, c'est forcément plus fort que quand vous l'avez juste dans l'oreille en audio. On est d'accord. Donc voilà, les sens. Et ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ok, comment on peut, nous, sur YouTube, jouer sur les 5 sens? Donc, la vue et l'ouïe, c'est assez facile. Ok. Après, il nous reste quoi? Le toucher, l'odorat et le goût. Le goût, je pense que
il n'y a pas beaucoup de, y a pas beaucoup de situations où il vaut mieux que vous arriviez à communiquer avec le goût, avec votre audience. Donc, l'odorat et le toucher. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, alors à mon sens, no pun intended, comme diraient les Américains, à mon sens, le toucher va se caractériser par vos gestes. C'est-à-dire que, pour faire simple, on va faire un exemple d'ailleurs, pour ceux qui regardent, si vous regardez, vous allez voir justement, si vous écoutez, malheureusement, vous ne pourrez pas le voir. Si vous regardez et que je suis en train de vous parler comme ça, alors bah là, bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de moi, je m'appelle Sylvain Lepoutre, etc. Je suis face cam, certes, mais je suis assez immobile, d'accord? Et pour moi, on va un tout petit peu aller dans le sens du toucher à partir du moment où on va commencer à parler un petit peu avec ses mains, alors sans forcément la faire à l'italienne, d'accord? Mais on va parler un petit peu avec ses mains, et il y a des fois peut-être je vais me gratter, il y a des fois peut-être je vais me recoiffer parce que j'ai une touffe comme ça, il y a des fois où peut-être je vais pouvoir vous montrer des trucs, je veux dire ça. Attention toi qui me regarde là. Et on a une petite perception du toucher, un peu comme ça, ok? Alors vous n'allez pas le faire dans toutes les vidéos, mais je pourrais vous faire un gros câlin, je pourrais vous faire hey coucou, etc. Enfin voilà, ça donne un petit peu cette sensation là. Je pense aussi, et c'est pour ça que pour moi je vais attribuer aussi l'olfactif à ça, que la distance que vous avez avec votre audience joue un peu sur ce côté-là. C'est-à-dire que nous, dans notre cerveau, c'est imbriqué que le toucher et l'odorat se produisent à une certaine distance des gens. D'accord ? Et donc, si moi je tourne ma vidéo et que je suis loin, imaginez que c'est zoomé sur ma tête, d'accord, que ma tête est aussi grosse mais que je suis là-bas. Vous allez voir ma tête, qui va ressembler un peu à une tête de présentateur télé, d'accord ? Parce que quand vous allez utiliser une longue focale, je vous parle un peu technique, mais vous utilisez une longue focale, votre cerveau sait que c'est une personne qui est distante par rapport à vous, d'accord ? Si à l'inverse, je me rapproche et que je vous parle un peu comme ça, et que je vous parle un peu tout bas, parce que finalement on est tout proche l'un de l'autre, là, votre cerveau va se dire, ok, je suis dans le cercle d'intimité de la personne. Et donc cette notion de toucher, d'odorat, même si évidemment c'est pas aussi fort que si on se voyait en vrai, je le ressens un peu. Ok, vous voyez un peu l'idée ? Et donc, si vous voulez créer ce côté un petit peu attachement avec votre audience, engagement, essayez peut-être de vous filmer au grand angle, d'être plus proche de votre micro, plus proche de votre caméra, et peut-être plutôt que d'être à l'autre bout de la salle et de crier. Ça peut jouer aussi là-dessus. Et enfin, le dernier indicateur, c'était l'utilité. Et ça, je trouve ça assez intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il faut que plus un contenu est utile, plus la personne va retenir, va avoir une connexion avec la personne. Je vous donne un exemple. Si vous avez... Tiens, quand je me balade sur TikTok, j'ai plein de trucs différents sur TikTok aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça marche pour des contenus très très courts. J'ai des contenus qui sont divertissants. Voilà, quelqu'un qui raconte une blague, c'est marrant, etc. Je retiens pas le nom de la personne. Et j'ai parfois des contenus qui font ultra réfléchir. Un extrait d'une conférence de quelqu'un qui a, je sais pas, super intéressant. Et cette personne-là, je ressens un attachement un peu plus fort avec cette personne-là parce qu'elle m'a appris un truc. D'accord ? L'utilité. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est que là, on va de nouveau revenir vers les formats YouTube, mais vous prenez un live Twitch, généralement, l'utilité est beaucoup plus diluée dans un live que quand on est sur une vidéo, par exemple, qui a été scriptée. Et donc, en fait, c'est pour ça aussi, je pense, que finalement, YouTube, ça reste pas mal. C'est-à-dire que non seulement sur YouTube, on a les formats courts, les formats longs, les formats ultra longs. Donc ça, vous pouvez jouer sur tous les tableaux en même temps. Mais sur le fameux format 15 minutes, 15-20 minutes d'une vidéo qui a été préparée, scriptée, où tout a été préparé à l'avance, etc., vous avez à la fois le temps passé ensemble, vous avez aussi la connexion avec les sens, l'audio, l'ouïe, l'odorat, le toucher, si on arrive à créer un peu cette connexion, etc. Et vous avez aussi l'utilité, parce que justement, vous respectez le temps de votre viewer, et vous avez bien préparé, vous avez bien condensé le contenu, etc. Vous avez un début, vous avez une fin, vous proposez un parcours entre les deux. Et donc, c'est ultra intéressant. Tiens, d'ailleurs, à ce propos... Non, j'en parlerai plus tard. Mais sur YouTube, il y a généralement un process. En fait, on amène les gens d'un point A à un point B
Voilà. Et il y a d'autres réseaux, ce n'est pas le cas en fait. Le process, on l'a rarement sur un format très court en fait. Mais bon, bref. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a plusieurs sens, on a beaucoup de temps passé ensemble, on a l'utilité. C'est un peu le seul réseau qui réunit tout ça, en fait. Et c'est probablement pour ça que ça reste un réseau ultra puissant et que tout le monde a envie d'y aller. Mais ça veut aussi dire que si vous voulez faire en sorte que les gens acceptent de passer du temps avec vous, tout en créant du contenu qui soit utile, tout en suscitant un peu les cinq sens, c'est pour ça que c'est un réseau qui est difficile. Et que c'est pour ça que, contrairement à d'autres réseaux, il y a besoin soit de passer énormément de temps d'apprentissage, soit de se faire aider. C'est pour ça que des boîtes comme la nôtre, elles peuvent exister. donc voilà, c'est cool. Mais voilà, une autre grille de lecture, mais que je trouvais ultra intéressante, et je suis assez d'accord avec Théo là-dessus. On va arriver maintenant aux 7 ingrédients de l'épanouissement perso. Vous voyez qu'on dérive petit à petit de plus en plus vers des notions personnelles. On a dépassé l'heure d'enregistrement, mais voilà, j'espère qu'on va pas arriver à l'heure et demie, mais peut-être que ce sera la norme, après 1h30, on verra bien. Donc, les 7 ingrédients de l'épanouissement perso. Je ne sais même pas comment ça m'est arrivé ce truc-là, mais j'y réfléchissais. Sûrement sur une longue route en voiture. Et j'en suis arrivé à la conclusion, peut-être qu'il me manque des trucs, mais vous me direz si vous en trouvez d'autres. Mais j'en suis arrivé à la conclusion qu'en gros, pour être épanoui dans sa vie, il y avait généralement 7 ingrédients. Pas plus, pas moins. Je vous les donne en vrac. Les enfants. Le conjoint. La conjointe, ce que vous voulez. La famille élargie, la grande famille. Les amis. Le travail. Le cadre de vie. Et soi-même. Ok ? C'est 7 ingrédients qui permettent de se sentir bien personnellement, de se dire ok, j'ai une vie épanouie, j'ai une belle vie, une vie heureuse, etc. Il est évident qu'on ne peut pas se consacrer à 100% à ces 7 trucs-là. Et quand on va privilégier certains aspects, certains ingrédients, on va devoir en sacrifier d'autres. Ça me paraît logique. Et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que du coup, avec cette grille de lecture, je me suis amusé un peu à faire un peu des portraits robots de différentes personnes que je pouvais suivre sur les réseaux, ou que moi, je me suis amusé à essayer de faire celui d'un Théo Lyon, par exemple, mais plein d'autres gens, en fait, finalement, des collègues, de vos amis, de votre famille, etc. Et je vais vous faire des caricatures, ok, grosses caricatures. Excusez-moi pour les caricatures, évidemment, je ne résume pas les gens à ça, mais c'est pour vous expliquer un petit peu la logique, en tout cas, de ça. Donc, imaginons par exemple Jean-Louis, cadre sup chez Total. D'accord, 20 ans de carrière, cadre sup chez Total, super salaire, mais boulot important, etc. Donc lui, son ordre de priorité, ça va être travail, premier. D'accord, c'est le travail qui a priorité surtout, parce qu'il se définit en partie par ça. Puis probablement soi-même. Ok, je vais faire du sport, je prends soin de moi, machin, etc. Puis sa famille large, la grande famille, c'est quelqu'un... Voilà, les grandes fêtes, les machins. Puis sa conjointe, puis ses enfants, puis ses amis. D'accord ? C'est ultra caricaturé, évidemment, il y en a qui peuvent bouger un peu, mais voilà, Jean-Louis cadre sup, c'est travail, soi-même, famille large, conjointe, enfant, amis. Maintenant, vous prenez Jojo qui est manutentionnaire, d'accord ? Manutentionnaire et puis qui aime bien aller au match de foot tous les samedis avec ses potes. Donc pour lui, ça va être ses amis d'abord, puis ça va être conjointe, puis les enfants, puis sa famille large, le week-end c'est important, puis soi-même, et puis le travail en dernier. Ok ? Alors vous me dites, ouais mais il n'y a pas le cadre de vie. Alors le cadre de vie, c'est vrai que je l'ai rajouté en dernier celui-là. Mais bon. Le cadre de vie, il est plutôt dans les derniers de ces personnes-là aussi. Après, vous avez Théo, jeune entrepreneur ambitieux, qui va peut-être mettre soi-même en premier, puis travail, puis amis, puis la famille large, puis conjoint, puis enfant. Ok ? Cadre de vie, ça dépend. Parce que là, il y en a qui vont le mettre en tout dernier, d'autres qui vont le mettre quasiment tout en haut. En gros, si Théo habite dans un petit appart où il n'a rien accroché au mur et qui vit dans le minimalisme, le cadre de vie va être tout dernier. Si Théo il vit à Dubaï, sous les cocotiers ou à Bali, il va être quasiment en premier. Vous avez compris le truc. Et moi là-dedans, du coup, comment je me définis ? Et ben moi aujourd'hui, c'est ultra clair en fait. Quand j'ai pris cette liste-là, pour moi, c'est enfant, numéro 1. Travail, numéro 2. Conjointe, numéro 3. Famille large, numéro 4.
moi-même numéro 5, cadre de vie et les amis. Ok ? Ça fait un drôle de mix. Ça veut dire aussi que c'est peut-être pas une bonne idée d'être mon ami. Mais en gros, moi, ça m'a permis de comprendre très facilement que, effectivement, ma priorité numéro 1 aujourd'hui, c'est les enfants. C'est mes enfants. Je les vois grandir. Pour moi, s'il y a une urgence enfant ou une urgence travail, c'est l'urgence enfant qui passe devant. Même pas, sans réfléchir. S'il y a une urgence travail et une urgence conjointe, des fois, c'est plutôt le travail qui passe devant. Alors aussi parce que ma conjointe, elle peut parfois se débrouiller ou avoir une autre aide, mais si je suis tout à fait honnête, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se produit quand même. Donc évidemment, après, ça peut bouger, hein, d'accord. C'est aussi quelque chose qui évolue dans la temporalité. Avant qu'on monte l'agence avec Mathieu, avant que je comprenne que j'avais besoin de m'entourer de personnes et de vivre cette aventure entrepreneuriale plusieurs, c'était travail enfant. C'était travail avant. Jusqu'au jour où mon fils, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire, le jour où mon fils m'a dit Papa, est-ce qu'on pourrait faire un jeu ensemble, s'il te plaît ? Genre, papa, j'ai envie de faire un jeu, on peut jouer ? Et je lui ai répondu du tac au tac là, je peux pas parce que je travaille, mais par contre, mercredi à 17h, je pense que je pourrais. Et là, je me suis dit ouh putain, ça va pas là. Là, il y a un problème. Tu vas pas commencer à caler un rendez-vous dans ton agenda pour jouer avec ton fils. Et donc bref, c'était le début d'une petite remise en question, on va dire. Mais peut-être certains d'entre vous se reconnaissent dans ce genre de situation. Mais c'est des moments qui doivent un peu vous alerter normalement et vous dire oh là, là c'est allé trop loin. Donc bref, je vous dis, moi, enfant. Donc tout ça pour dire que enfant aujourd'hui, en fait, pourquoi je vous parle de ça ? C'est que en fait, quand vous avez votre pyramide comme ça, c'est un peu comme une pyramide des besoins de Maslow, en quelque sorte. Vous avez des besoins de base, des besoins... voilà, bref. Moi, la façon dont j'aime bien lire ce truc-là, c'est de me dire que, évidemment, vous devez mettre la priorité sur les trucs d'en haut. Si vous considérez que les trucs d'en haut sont correctement effectués, vous pouvez commencer à vous concentrer sur les trucs plus bas. Et ça a deux conséquences. Ça veut dire, je reprends mon exemple, enfant, travail, aujourd'hui, je considère que je suis plutôt assez satisfait de mon implication dans ces domaines-là, de l'énergie que je mets dedans, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de se satisfaire de ça. Et de ne pas culpabiliser, de se dire « je pourrais passer encore plus de temps avec mes enfants, je pourrais aussi faire ça, et puis je vois des parents qui font ça, mais moi je le fais pas, etc. » Non, moi je reconnais qu'aujourd'hui je suis assez satisfait, voire très satisfait, du temps que je passe avec mes enfants, du type d'activité qu'on fait ensemble, des projets qu'on fait ensemble, etc. Bien sûr je pourrais faire plus, bien sûr, voilà. Mais il faut accepter de se satisfaire aussi de ce qu'on a mis en place et de se dire en fait, des fois, c'est bien, c'est pas mal Sylvain. Voilà, tu peux être content de cette partie-là. Sur le travail, je pense que je suis assez content aussi. Je suis en train de sortir un petit peu de la tête de l'eau et tout, et être de plus en plus à l'aise dans ce travail. Mais étage 3, conjointe, aujourd'hui je fais pas ce qu'il faut. Et donc là, il faut anticiper et se dire, attention, pas tirer trop sur la corde, etc. Je prends pas autant soin que je le voudrais de ma femme. Et donc, ça veut dire que c'est mon prochain point de focus. D'accord ? Si je me dis que les enfants et le travail, je suis satisfait, ça veut dire que cette année, en 2024, là, je dédie plus d'énergie, de temps, de projets, de trucs comme ça, à ma femme. Ensuite, il y a famille large. Donc famille large, ça viendra après. Peut-être je peux commencer à envisager un truc ou deux. Me dire, tiens, je vais m'impliquer un peu plus dans ça. Préparer une petite fête de famille. Tiens, et Noël, est-ce qu'il faudrait peut-être que quelqu'un commence à organiser un peu l'histoire de Noël. Vous savez, avec des familles éclatées dans tous les sens, c'est toujours super compliqué d'organiser. Peut-être cette année, c'est à moi de prendre les choses en main. Ce genre de petites choses. Vous voyez aussi que moi-même, mon cadre de vie, mes amis, ça arrive après tout ça. Donc, moi, je vais dire, je me focus à fond sur conjointe, un petit peu peut-être famille large, et les autres trucs, c'est pas grave si c'est pas encore cette année que je vais perdre mon bide et compagnie. C'est pas grave, ok ? Il y a des priorités, j'accepte cet ordre de priorité et j'essaie de les traiter dans l'ordre. L'idée, en fait, je trouve, de classer des choses comme ça, c'est de se dire que être capable de se satisfaire d'un certain niveau d'énergie qu'on met sur certaines choses, et aussi être capable d'accepter qu'il y a d'autres trucs où on les délaisse un peu pendant quelques temps. Je pense vraiment que c'est pas grave. Parce que sinon, si on se dit tous ces trucs-là, il faut faire le maximum, mais on pète un câble en fait. C'est impossible.
Et on est éternellement insatisfait, en fait. Mais du coup, on n'est pas heureux. Donc, donc voilà, je sais pas. En tout cas, c'est ma façon de lire les trucs aujourd'hui. Peut-être dans 2 mois, je me dirai, mais qu'est-ce que tu as raconté comme connerie, Sylvain? Mais en tout cas, aujourd'hui, je trouve que c'est un bon angle de lecture et je vous invite à faire l'exercice pour vous-même, de savoir ce que vous avez mis, ce que vous mettez en haut, etc. Et soyez honnête avec vous, hein. Et, et voilà. Du coup, on va arriver au fameux 2-2-2, la méthode 2-2-2. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent déjà cette méthode. Euh, je l'avais lu il y a longtemps sur un blog, et c'était le blog du gars qui avait inventé ce concept, on va dire. Et vous allez voir, si vous n'avez pas d'enfant en particulier, euh, ou si vous n'avez pas de conjointe, ça va vous paraître étrange. Le concept du 2-2-2, c'était, donc cette personne disait, en gros, que pour être dans un couple épanoui, un couple qui se porte bien, il faut au minimum essayer de se faire une sortie en couple, une sortie toutes les 2 semaines, euh, un week-end tous les 2 mois, et une semaine de vacances, juste à deux, tous les 2 ans. Ok ? Donc là, toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui sont célibataires se disent ah, c'est trop facile le truc, évidemment. Enfin, je veux dire, je sais pas, vous êtes en couple sans enfant depuis quelques mois, je sais pas, une sortie toutes les 2 semaines, on fait 2 ou 3 sorties par semaine, quoi. Un week-end tous les 2 mois, mais nous on fait 3 week-ends par mois. Mais je peux vous dire que d'un autre côté, tous les autres qui sont en train d'écouter, de regarder cette vidéo, qui ont des enfants, ils sont en mode c'est chaud, une sortie toutes les 2 semaines, impossible. Un week-end tous les 2 mois, impossible. Une semaine comme ça, sans les enfants tous les 2 ans, impossible. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une énorme déconnexion entre les gens qui ont des enfants et les gens qui n'en ont pas. C'est une réalité. Et donc je m'adresse ici en particulier évidemment à celles et ceux d'entre vous qui ont des enfants. Euh, et, et donc en fait voilà, moi avec ma femme, clairement, on n'y est pas. Et donc quand je dis que mon objectif cette année c'est de me focaliser un petit peu plus aussi sur ma relation de couple et ma femme, je vais essayer de faire ça. Alors, moi je m'autorise une petite gruge quand même, c'est que un week-end tous les 2 mois, euh, en vrai, je pense que pour nous, avec nos enfants, toutes les activités qu'ils ont, etc., je pense que c'est quasi impossible, vraiment. Donc je le transforme, je change le truc. Plutôt que d'avoir un truc toutes les 2 semaines, un truc tous les 2 mois, un truc tous les 2 ans, je fais à l'inverse, c'est deux trucs tous les. Donc 2 soirées par mois, deux sorties par mois, d'accord. 2 soirées, c'est pas, on se met à deux devant Netflix, hein. On se fait un resto, on se fait un ciné, un truc comme ça. 2 week-ends par an, ça me paraît tout de suite beaucoup plus jouable, mais pas évident quand même, parce que ces dernières années, je les ai pas fait, 2 week-ends. Et 2 semaines en amoureux par décennie, d'accord. Là, ça va déjà mieux. Mais des vraies semaines, hein, entières. Et donc, si je regarde ça, si je regarde ça sur l'année dernière, par exemple, 2 soirées par mois, alors là, si sur l'année 2023, on a fait peut-être deux ou trois sorties, juste à deux, il y a dû y avoir 2 restos et une soirée ciné, je pense. Et encore, on aurait peut-être eu un petit peu plus parce qu'il y a eu des moments où les enfants étaient chez les grands-parents. Donc on peut peut-être fait une soirée ou deux en plus, mais voilà. Si on a fait 3 ou 4 dans l'année, c'est beaucoup. J'aurais dû en faire 24. Donc là, j'y suis pas du tout. Euh, et donc sur ce truc-là, finalement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je me demande, mais qu'est-ce que ça demanderait comme effort de le faire? Et en fait, ça demande juste de la volonté. Ça demande juste de la volonté et de dire, allez Sylvain, tu te bouges un peu, t'organises un petit truc, ça vous fera plaisir à tous les deux. Les enfants, on peut les faire garder. En plus, maintenant, ils commencent à devenir grands, donc ils peuvent aussi se garder eux-mêmes. Ça demande que de la volonté et 30 balles. 30 balles ou 50 balles, voilà, selon ce que vous faites. Donc en vrai, ça c'est faisable. C'est carrément faisable et ça dépend que de moi. Maintenant, le week-end. Donc là, on est d'accord, un week-end, vous partez à deux. Et vous faites un petit week-end avec une nuit quelque part. Et puis généralement, l'idée c'est de sortir un peu de chez soi, quoi. L'année dernière, on en a fait un. Et c'était pour nos 40 ans. Donc, effectivement, j'ai organisé le truc, etc. Alors c'était un super week-end.
où on s'est fait méga plaisir, voilà. Très franchement, super week-end. Évidemment, ça n'a pas besoin d'être fast comme ça à chaque fois. Ça peut être simplement voilà, un petit Airbnb à 50 bornes, on change d'air, on va voir un autre truc, on passe une petite nuit au calme juste à deux, on se fait une petite bouffe ou un petit pique-nique, un truc comme ça. On n'a pas besoin d'être un truc compliqué. Donc, 2 fois par an, je pense qu'il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Là, au moment où je tourne cet épisode, les enfants, justement, sont en vacances chez leurs grands-parents. On s'est fait un chouette petit week-end, mais à la maison. Après, bon, il y a des trucs dans le jardin et compagnie. Mais, en vrai, il y a moyen. En vrai, il y a moyen, et ça demande aussi un petit peu d'organisation. Donc, c'est moins facile, parce que ça demande un petit peu de budget, souvent quand il y a une nuit en plus. Et ça demande aussi d'avoir des week-ends libres. Et quand vous avez Alors, nous, on n'a pas forcément une vie sociale ultra développée, mais il y a beaucoup d'activités pour les enfants, etc. Et puis, ça demande que les enfants soient gérés. Donc, c'est moins facile, mais ça s'anticipe. Alors, nous, on cumule un peu les difficultés, hein, parce que pour les sorties, si vous habitez en ville, évidemment, c'est plus facile. Nous, on habite à la campagne, donc ça demande tout de suite de prendre la voiture et tout. Pour les week-ends, généralement, c'est pratique d'avoir de la famille dans le coin. Nous, la famille est à 600 km, donc c'est pas super simple non plus. Mais avec un peu d'organisation, en vrai, ça peut le faire. Et enfin, une semaine une semaine de vacances, 2 fois une semaine de vacances par décennie. Ça, c'est le boss de fin. Parce que là, ça demande d'avoir un bon budget, ça demande d'avoir beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que si vous bossez beaucoup et que finalement vous partez réellement que 2 ou 3 semaines dans l'année, ou une semaine ou 2 semaines en tout, généralement vous partez avec les enfants. On essaie de partager les choses ensemble, etc. Donc je trouve que ça veut dire que vous avez déjà, je pense, dans la plupart des familles, satisfait cette envie de partir avec vos enfants pour ensuite pouvoir vous autoriser à partir aussi qu'en couple. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois, parce que vous savez, je mets les enfants dessus, évidemment. Mais du coup, ça, pour moi, c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur. Mais là aussi, je pense que si on l'anticipe beaucoup, si on arrive à avoir ce côté satisfaction avec les vacances, avec les enfants, etc. Voilà. Mais bon, ça demande du budget, donc ça, c'est compliqué. Et si je regarde un petit peu, les derniers voyages que j'ai fait avec ma femme, le dernier qu'on a fait réellement tous les deux, où on est parti pour se faire un petit voyage juste nous deux, c'était en Norvège, et c'était en 2013. Alors je compte que les voyages à partir du moment où on avait des enfants. Notre fille avait 3 ans, donc c'était en 2013. Et c'est vraiment le dernier, parce qu'en fait après il y en a eu 2 autres, en 2017 aux États-Unis, mais c'était en marge d'une conférence où ma femme allait. Donc on a pris cette excuse pour y aller, mais on n'est pas allé avec les enfants. Mais cela dit, on s'est vraiment fait une bonne semaine ensuite en Californie. Et on a fait une demi-semaine, 3-4 jours, au Portugal en 2018, mais là aussi en marge d'une conférence. Donc en fait, on a fait plein de tout petits séjours, de petits endroits où on s'est fait 2-3 jours à nous deux, mais parce que elle y allait pour son boulot. Il se trouve que j'étais dispo et que les enfants, on pouvait les faire garder. Et je partais avec elle, et puis pendant sa conf, je faisais d'autres choses, et puis après ça, on se prenait 2-3 jours ensemble. Mais c'était pas des voyages qu'on avait organisés vraiment en se disant où est-ce qu'on a vraiment envie d'aller, viens, on se fait un beau voyage, etc. tous les deux. Donc voilà, il y avait le voyage de noces encore avant, évidemment, mais donc finalement, pas beaucoup. Et donc, si je regarde vraiment le dernier, Portugal, c'était 4 jours. Mais bon, 2017, 2018, ça veut dire que ça fait déjà plus de 6 ans. Donc vous comprenez maintenant pourquoi 1 tous les 2 ans, ça me paraît beaucoup, mais 2 par décennie, j'ai déjà du mal à m'y tenir. Donc ça veut dire que là, il va falloir que je commence vraiment à y réfléchir. Et pour moi, ça peut être l'air de rien. C'est une vraie motivation, en fait, en vrai, pour moi, à gagner un peu plus de sous. C'est de pouvoir faire des beaux voyages avec mes enfants, et peut-être faire un beau voyage avec ma femme aussi, prochainement. Voilà. C'est pas compliqué la vie, hein, finalement. Mais voilà, donc mon but c'est que cette année, je me focalise là-dessus, que les sorties, en fait, j'en organise plus et qu'on puisse le faire. Ça, je pense vraiment il y a moyen d'y arriver. Alors je vais pas essayer d'en faire 24 dans l'année parce qu'on est déjà bien avancé dans l'année, mais qu'au moins à la fin de l'année, ça devienne une sorte de petite routine, entre guillemets. Et que les week-ends, finalement, là, on est en avril, il y a peut-être moyen de réussir à organiser ces 2 week-ends dans l'année, je pense. Et puis, la semaine de vacances, je pense que c'est un peu chaud pour cette année, parce qu'on planifie quand même pas mal à l'avance, mais peut-être l'année prochaine. Et on va terminer
avec un petit truc, là aussi totalement de ma création, donc totalement pas fiable, hein, ne vous fiez pas à ça, mais je vais juste dire un truc qui marche pour moi. Je suis très mauvais pour prendre des habitudes. Vous savez, quand on entend des petits jeunes entrepreneurs et qui vous disent ok, alors il faut faire votre routine matinale. Moi tous les jours je me lève à 5 heures, après je fais ça, après je prends la douche, après je vais courir, après je vais faire machin. Donc moi ça me fait marrer enfin, d'entendre ça, parce que je me lève à 5 heures, je vais courir, je prends ma douche froide, je prends mon bol de je sais pas quoi, de flocons d'avoine, etc. Après je fais mon boulot focus, etc. Et comme ça à 9 heures quand mes équipes arrivent, j'ai déjà accompli plein de trucs. Moi je dis alors moi je me couche à 1h du mat, je me lève à 6h30 et je vais réveiller les enfants, je prépare leur petit-déj, je fais un bisou à ma femme, après je conduis les enfants à l'école. À quel moment je cours, je prends la douche et tout ça en fait. Voilà, donc c'est juste... c'est des mondes qui n'ont rien à voir. Mais c'est pour ça aussi que j'ai du mal moi à entendre ces messages-là, parce que je sais que c'est totalement hors de mon spectre et de ma vie en fait. Mais du coup, voilà, je ne renie pas le fait que c'est important de prendre des bonnes habitudes dans la vie, d'accord. Je parle pas de routine, je parle pas de trucs, je veux faire 50 pompes par jour, hein, d'accord. Je parle vraiment de trucs hyper simples. Je parle de ma bedaine, d'accord. Comment je fais pour que mon petit bidon, d'ici 5 à 10 ans, il est un petit peu diminué et qu'il n'ait pas doublé de volume. Voilà, je parle de ce genre de trucs. Et donc, j'ai essayé plein de trucs. Bon, on va prendre cet exemple-là. On va prendre l'exemple du bidon et donc de la bouffe et tout ça. Nous, on aime bien manger, d'accord. On mange des bonnes choses, on se fait des bonnes choses, et je culpabilise absolument pas. En fait, quand il y a un bon repas, c'était trop bon, on se fait plaisir, on se fait bien plaisir, on se met bien. Mais évidemment, pour la ligne, c'est pas incroyable. Donc j'ai essayé plein de trucs pour ça, parce qu'en fait, il y a les bons repas, et ça, je veux pas les enlever, mais il y a aussi tous les petits moments où je viens de faire un truc, je sais pas, je sors d'un audit avec un client, c'était cool, mais c'était intense et tout, je suis un peu claqué, je vais m'allonger 10 minutes dans le fauteuil et tout, puis après, je tourne un peu en rond, et hop, je vais dans le placard, et puis je prends un petit paquet de biscuits. Voilà. Classique, le truc que vous bouffez, alors vous n'avez même pas faim, voilà. Ce genre de truc-là. Comment on fait en sorte que ces petites habitudes-là, elles partent, ces petits trucs-là, par exemple. Ou bien, pareil, hein, on est en train de manger je sais pas, un plat de pâtes, et il reste une demi-assiette de pâtes au fond du plat. Ouais, allez, je vais le finir. Voilà, pareil, c'est pas nécessaire, j'ai plus faim, mais je le fais pour pas le laisser, ou pour pas avoir à le mettre dans le tupperware après. Donc bref, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé les applis qui comptent les calories, vous savez. C'est très chiant parce qu'il faut essayer de compter les trucs, essayer d'estimer le poids de chaque ingrédient, etc. Donc j'ai essayé, ça n'a jamais vraiment pris. J'ai essayé aussi les trucs où je m'impose de faire du sport, par exemple, faire tel temps de séances de sport par semaine, etc. Mais en fait, à chaque fois, je le fais genre 1 semaine ou 2 semaines, et après, je rate une fois, je le rate 2 fois, et après, fini. Je me dis, t'es qu'une merde, voilà. C'est un peu ce côté-là. Et ça, c'est un truc pour le coup, je trouve, encore une fois, je vais reciter Théo Lyon, mais il a des analyses et des lectures de choses que je trouve vraiment intéressantes. Et puis surtout, il s'est beaucoup plus intéressé à ce sujet-là que moi. Mais il y a vraiment ce côté où, en fait, il y a un moment où on lâche tout le truc et on se dit, j'ai raté une fois, j'ai raté 2 fois, j'abandonne. J'avais même testé la méthode, ce que je trouve assez intéressante, du coup, de dire, j'ai le droit de rater une fois, mais j'ai pas le droit de rater 2 fois. C'est-à-dire que si je rate une fois une habitude que je veux prendre, la fois suivante, je suis obligé de la faire. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant, d'avoir le droit à l'erreur, je trouve ça intéressant. Surtout quand on a des vies comme les nôtres, qui sont, encore une fois, avec femme, enfants, deux boulots, une maison, des trucs. C'est beaucoup plus dur d'avoir sa petite routine que si on est célibataire et qu'on peut faire le même programme tous les jours. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai testé plein de petits trucs, j'y suis pas allé si fort que ça, hein, on va être honnête, mais j'ai jamais trouvé le truc qui marchait pour mon mental à moi. Et je pense que j'ai trouvé. Et je vais vous expliquer un peu le système que j'ai imaginé et mis en place. C'est très 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 personnel, hein. Je pense que ça marcherait pas pour vous, ou si ça marche pour vous, coup de bol. Ça fonctionne par un système de division. Donc les divisions comme au foot, vous savez, première division, deuxième division, troisième division, etc. Et donc en fait, ça fonctionne par promotion ou relégation. C'est-à-dire qu'en fait, je me fixe un truc. Oui, parce que je mélange à tout ça aussi le fait que je suis toujours beaucoup trop optimiste. Je fais partie de ces gens qui se disent
Ah, tel machin, ouais, je pense qu'en une demi-heure, je peux le faire. Et en fait, en réalité, je mets 1h20 à le faire. D'accord? Je suis toujours beaucoup trop optimiste. Donc, évidemment, quand je me mets un objectif et que je me dis, bah, franchement, je peux faire 3 petites séances de sport par semaine, pas de problème, c'est beaucoup trop optimiste. Et en général, voilà, du coup, j'en fais 2 la première semaine, j'en fais une la semaine d'après, et après, je me dis, ouais, t'es incapable de tenir le truc, t'es qu'une merde. Et, euh, et du coup, j'abandonne. Voilà. Mais du coup, cet excès d'optimisme, il va à l'encontre du fait que j'arrive à prendre ses habitudes. Donc, euh, donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fixé sur un certain nombre de points, 4 ou 5 points, je crois, mais on va reprendre cette idée des repas, par exemple, et donc de l'alimentation et du sport. Je me suis mis le truc qui me paraissait normal. Donc, je me suis dit, par exemple, je veux boire une bouteille d'eau par jour. Il paraît que c'est bien, parce que du coup, tu as un peu moins faim pendant les repas, etc. Il paraît. Enfin, j'ai même pas été chercher, j'ai même pas été valider le truc, je m'en fous. Donc, j'ai ma petite bouteille là, et je la remplis d'eau au robinet tous les jours. Le matin en tout cas. Et puis, si à la fin de la journée elle est vide, je peux cocher que j'ai bu une bouteille d'eau dans la journée. Donc je me suis dit, 5 fois par semaine, moi, mon objectif sont hebdo, 5 fois par semaine je vais avoir bu une bouteille d'eau complète dans la journée. D'accord? Si à la fin il me reste un verre, je coche pas. Raté. 3 fois par semaine, je veux faire un peu de sport. D'accord? Là c'est pareil, on a un petit vélo d'appartement, c'est tout con. Avant, quand je me disais il faut que je fasse une séance de sport sur le vélo d'appartement, bah, c'était forcément une séance où j'allais suer, c'était forcément une demi-heure, etc. Là, je me dis, peu importe, même si c'est 5 minutes, il faut que tu aies fait une séance de sport 3 fois par semaine. Ok. Et puis, le dernier truc, c'était quoi? Ne pas grignoter entre les repas. Donc ça, je me le suis mis, je crois, 15 fois. Donc, c'est-à-dire, je considère qu'il y a un entre-repas entre le matin et le midi, entre le midi et le soir, et après le repas du soir. Donc 3 fois par jour. Et donc ça veut dire si je fais ça 5 jours, 3 fois par jour, ça fait 15 fois. Ok. Ça c'est l'objectif que je me suis mis. Et donc en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que je comptabilise tout ça. Et à la fin de la semaine, si on prend l'exemple du sport, si j'ai dit que je voulais faire 3 fois et que j'ai fait que 2 fois ou une fois, et bien la semaine d'après, je rétrograde de division. C'est-à-dire que la semaine d'après, je me mets que je dois le faire 2 fois. Et si là, les 2 fois, je ne les fais pas, la semaine d'après, je dois le faire qu'une fois. Et donc, tout ça, et ça, en fait, à quoi ça sert? Et à l'inverse, hein, d'ailleurs, si j'ai aussi pour le sommeil, je vais me coucher avant 1h du matin. 1h pile. C'est raté pour aujourd'hui. Il est 1h40. Donc, je commence mal la semaine là, mais c'est pas grave. Euh, donc, si. euh, Merde, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Euh, Si, imaginons les 5 bouteilles que je dois boire, d'accord, les 5 jours où je dois boire une bouteille entière. Euh, Si les 5 fois j'ai bu ma bouteille, bah, la semaine d'après, je mets 6. Puis si je respecte les 6, la semaine d'après, je mets 7. D'accord? Après, si j'arrive à 6 ou à 7, arrivera le temps de changer le type de critère. C'est-à-dire que ce sera peut-être la bouteille d'eau plus ne pas prendre de rab. Enfin, je me rajouterai un critère en fait. Je vais complexifier un peu le truc. Voilà. Et donc pour ça, j'ai pas trouvé l'appli parfaite pour tenir compte de ça, mais j'utilise une petite appli qui s'appelle Finch. C'est un truc avec un petit pingouin, comme ça. Alors, le côté gamification m'intéresse pas tant que ça, et je trouve que c'est presque plus un obstacle, parce que des fois on veut remplir ses objectifs, et du coup, ah bah le pingouin, il a eu suffisamment de points d'expérience, maintenant tu peux l'envoyer en aventure, etc. Bref, ça m'intéresse moins, mais c'est pas très grave, j'ai pas trouvé mieux. Donc je peux mettre mes habitudes, donc là par exemple, je sais que sur la semaine, je devais 17 fois ne pas manger entre les repas. Aujourd'hui, j'ai pas mangé entre les repas, enfin dimanche là, j'ai pas mangé entre les repas, donc je vais pouvoir les mettre. Hop, je rentre les trois trucs. Euh, et donc, hop, j'ai réussi mon objectif pour la semaine. Donc la semaine prochaine, j'aurai 18 fois ne pas manger entre les repas. Boire la bouteille d'eau, moi j'ai fini aussi, hop, je peux le rajouter. Et par contre, faire de l'exercice, c'était marqué 2 fois, je l'ai fait qu'une fois. Donc là, j'ai pas réussi. La semaine prochaine, je ne mettrai qu'une fois. Et en fait, quel est l'intérêt pour moi de faire ça? C'est que ça s'adapte à mon niveau et à mon humeur du moment. Et moi, je fonctionne pas mal comme ça. Et donc, c'est-à-dire que là, je vais avoir qu'une fois. Et quand je vais faire de l'exercice qu'une fois, je serai super content de moi parce que j'aurai atteint mon objectif. Et je ne culpabiliserai pas de ne pas le faire une deuxième ou une troisième fois. Je me dirais, mission accomplie, mec. Mais c'est bizarre, hein. Moi je fonctionne comme ça, mais c'est bizarre. Et surtout, je sais que la semaine suivante, j'aurai la chance, peut-être, de pouvoir me prouver à moi-même que je suis capable de le faire 2 fois, puis peut-être 3 fois, etc. Et donc voilà.
Et donc je dis 5-6 petits critères comme ça pour l'instant. Euh, et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal en fait. Moi, ça a l'air de me convenir. Donc voilà, si jamais c'est un système qui a l'air de fonctionner pour vous, bah, voilà, vous pouvez essayer, n'hésitez pas. Écoutez les amis, ça fait bientôt 1h30, 1h29 et 52 secondes à mon enregistrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire merci beaucoup encore une fois. À très bientôt, peut-être dans un mois et demi, on verra bien. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Je lis vos commentaires avec beaucoup d'attention. Et portez-vous bien. Bye bye.